Est-ce que tu peux prendre je te laisse la main peut-être pour présenter rapidement Ouais. ces 2 outils qu'on va montrer tout à l'heure? Ouais, complètement. Je vais essayer d'utiliser des mots assez simples, mais si jamais j'utilise des termes trop techniques et que c'est des définitions que vous connaissez pas forcément, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'ai peut-être tendance parfois à divaguer ou à utiliser même des anglicismes ou autres, donc vous me dites, il n'y a pas de problème. Figma, donc c'est le premier outil qu'on va vous montrer. En résumé, c'est donc un outil qui permet de designer des sites internet. Donc, ça va être tout ce qui va être low fidelity et high fidelity et les style guides. Donc, les style guides. Low fidelity, ça va être en fait la structure de la page. Donc, généralement, sur du low fidelity, on va pas mettre de couleur, on va pas mettre de fonte, de typographie particulière, on va pas incorporer la notion d'interface visuelle ou de graphisme visuel ou d'esthétique. Ça va vraiment être de la réflexion sur quelles sont mes sections, quelle est la section que j'ai en premier, ensuite celle que j'ai en second, et ainsi de suite. Et donc, par rapport à ça, Figma va permettre, from scratch ou en utilisant des plugins ou en utilisant des components, des templates qui sont déjà disponibles sur la communauté grâce à d'autres designers en fait, qui ont déjà produit des choses et qui les mettent au service de la communauté. Donc, on va pouvoir faire soit des wireframes low fidelity, soit des maquettes high fidelity, par exemple. On peut faire plein d'autres choses aussi, mais bon, là, c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et la maquette high fidelity, on va venir incorporer les notions justement de couleur, de charte graphique, de direction artistique que l'on souhaite donner à notre site internet ou à notre application mobile. Donc, en fait, tout produit digital, donc par exemple web app, site internet, application mobile, on va pouvoir les designer sur Figma. Sur Figma, c'est hyper libre. En fait, on démarre vraiment d'une feuille blanche si on veut. Donc, on peut aussi imaginer des workflows, des processus. Donc, par exemple, si je veux construire un parcours et réfléchir aux étapes de mon parcours, c'est aussi possible sur Figma de définir, voilà. En fait, c'est de la réflexion, c'est de l'ingénierie, c'est du design qu'on va faire en utilisant Figma. Et après, Webflow, c'est un outil qui va permettre de réaliser des sites web. Et le combo Figma-Webflow est intéressant, de la même manière qu'on pourrait très bien faire ce combo Adobe XD, Webflow aussi, Adobe XD, WordPress. Finalement, Webflow, ça va permettre de faire un site internet de manière responsive. Ce que j'aime beaucoup avec Webflow, c'est que tout est intégré directement dans Webflow. Pour le coup, Webflow, ça a été créé avant Figma, c'est qui est marrant, en 2012. Et Webflow intègre directement la notion de SEO, la notion de e-commerce aussi, le responsive, tous les paramètres, l'accessibilité. Et moi, pour le coup, avant, j'utilisais WordPress, et dans WordPress, le problème pour moi qui était majeur, c'était qu'il fallait installer des plugins à chaque fois pour venir ajouter justement les paramètres de SEO, pour venir ajouter, je sais pas, une fonction de traduction, plein de choses comme ça n'étaient pas directement intégrées dans WordPress. Donc, le site de base de WordPress, sans rajouter de plugin, finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Alors que Webflow intègre directement tout ça. Et du coup, je vous montrerai après l'interface de Webflow, comment ça marche aussi, comment on crée un premier site. Et de la même manière, en fait, que ce soit Figma, donc pour créer des maquettes, ou Webflow pour créer les sites web. Dans les deux cas, il y a aussi des super communautés avec des templates déjà préexistants pour aller encore plus vite plutôt que de tout démarrer from scratch aussi. Super. Et je permets de compléter aussi Webflow. Ce qu'il faut savoir, la vraie différence entre un Figma et un Webflow, c'est que Figma, c'est vraiment un outil de design. Donc en soi, ce qui se cache derrière, c'est un peu, on va dire, c'est rien, c'est une page blanche pour faire simple. Et puis par contre, Webflow, il faut savoir aussi, c'est pas parce que c'est du no-code qu'il n'y a pas de code. Il faut bien que pour être lu par l'internet, on va dire, il faut forcément que ce soit traduit en HTML, CSS, JavaScript, en langage informatique. Donc à chaque fois que vous développez un composant dans Webflow, même si ça paraît simple pour l'utilisateur de Webflow, derrière, c'est vraiment du pur code qui est rédigé. Donc la vraie différence aussi avec
à WordPress, c'est qu'à chaque fois qu'on vient rajouter un bloc ou un plugin dans WordPress, ça vient alourdir le code. Et d'un point de vue référencement naturel, d'un point de vue SEO, c'est très mauvais parce que voilà, le site est beaucoup plus lourd et donc naturellement, le temps de chargement est plus lourd pour plein d'autres raisons, des raisons de sécurité qui fait qu'aussi WordPress peut générer pas mal de failles via ces plugins-là, comme des extensions Chrome de plus en plus. Eh bien, merci. Ouais, Peut-être, je t'en et prie. peut-être aussi un mot pour compléter, c'est que le fait d'utiliser les deux outils et de ne pas faire du Webflow directement, parce qu'aujourd'hui, en fait, grâce à la rapidité en fait, des outils no-code comme Webflow pour développer des sites web, on pourrait très bien se dire, bah, finalement, on n'a plus besoin des outils de design comme Figma ou équivalent, parce qu'en en fait, on pourrait aller tout aussi vite dans Webflow. Moi, je pense que les outils de design restent quand même nécessaires et indispensables, tout simplement pour en fait, aller plus vite sur des allers-retours. Par exemple, quand on va vouloir, admettons, créer une landing page, que ce soit sur, alors à la limite, l'ordre des sections, c'est interchangeable facilement dans Webflow. Par contre, sur toute la conception, quand on va présenter quelque chose à son supérieur en entreprise ou à un porteur de projet, il va tout le temps, ou même pour soi-même, pour lancer son projet perso, il y aura tout le temps besoin de faire des allers-retours et des itérations pour tester d'autres choses et même pour tester le produit éventuellement, pour faire un prototype aussi, peut-être sur Figma, un prototype animé avant de le dev sur Webflow. Donc, ça reste quand même indispensable d'avoir une étape de conception avant pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir finalement sur notre produit digital. Effectivement, c'est super important. Ouais. Ça fait gagner du temps. On n'a pas l'impression au début, mais ça fait gagner du temps à la fin, c'est clair et net. Oui, Merci. c'est clair. Et bon, allez, petite culture web, on va dire. Allez, je passe mes animations parce que j'avais un peu oublié tout à l'heure. C'est important aussi de comprendre aussi comment le web fonctionne, qu'on parle du no-code ou pas. Déjà, j'ai un peu spoilé tout à l'heure, c'est que derrière des outils no-code, bah, il y a du développement qui est réalisé. Et c'est l'avantage aussi, c'est qu'au Webflow, aujourd'hui, c'est sa spécialité. Donc, il met tout le monde à la même enseigne. Alors qu'entre 10 développeurs, peut-être qu'il y a des gens qui font du mauvais code, du bon code. Peut-être que ça marche pareil, mais en soi, c'est beaucoup plus lourd ou moins performant. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. En tout cas, pour la partie HTML, les basiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une page, il y a toujours, on va dire, une première, on va dire un premier frame, c'est-à-dire mobile ou desktop, et à l'intérieur desquels il va y avoir des blocs. Donc chaque bloc a une valeur sémantique. Donc ça, ce sont des balises HTML. Donc il va y avoir le header, la nav. La nav, ce sont les menus que vous voyez pour naviguer sur le site. Il va y avoir, par exemple, un premier bloc qui correspond, le main, c'est pour dire que c'est l'information principale de la page, à l'intérieur desquels il va y avoir différents blocs. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est important pour Google. Donc, normalement, il faut le coder. Il faut le coder en HTML. Si vous avez à développer, donc il faut vraiment être au courant de tout ça. Donc, c'est pas forcément très pratique et très explicite au début. Donc, la courbe d'apprentissage est très longue. Mais il faut savoir que, en tout cas, quand vous développez quelque chose avec Webflow, c'est exactement ce système qu'ils vont gérer. Et d'ailleurs, on va le voir aussi dans Figma, qui le prend aussi en compte. Et quand on va exporter le Figma vers Webflow, en fait, derrière, le code qui est généré va comporter ces tags. Et ça a une importance forte pour Google et notamment pour le référencement, parce que ce sont voilà, aujourd'hui les robots de Google pour aller naviguer sur les sites et pour savoir s'il doit indexer ou pas les pages, c'est-à-dire dans les moteurs de recherche. Eh bien, avec ces valeurs sémantiques, ça va permettre un robot un peu bête en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas Dieu pour juger le design d'une page. Donc, comme il n'a pas Dieu, bah, par contre, il va analyser de la sémantique, c'est-à-dire des mots. Donc, quand il lit header, il sait que globalement, le header va être en haut. Le footer, il sait très bien que c'est une section qui est en bas. Donc, en fait, il va analyser la cohérence de la structure et il va pouvoir juger de savoir si c'est une page qui est bien construite pour l'utilisateur. Et si c'est bien construit pour l'utilisateur, eh bien, c'est positif. Et donc, il va l'indexer plus rapidement. Il va la mettre un peu plus haut par rapport aux concurrents ou autres. Et petit lexique très rapidement, et puis après, on passe à la démo. Voilà, c'est la partie HTML, c'est vraiment tout ce qui donne la structure et vous allez voir aussi comment ça se comporte dans Webflow et dans Figma. C'est tout ce qui structure la page. Donc globalement, c'est la partie menu, la partie footer où on a tous les liens, la partie, par exemple, l'article d'un blog. A site, ça peut être une image, ça peut être une table des matières sur le côté qui est en sticky. Donc bref, c'est plein de choses différentes. Le CSS via des classes, c'est l'ensemble des règles qu'on va appliquer justement
à ces sections. Par exemple, ça va être la taille de la police, ça va être la couleur, ça va être les titres. Si jamais on a 5 fois le titre de deuxième niveau, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu le SEO, c'est important. Il y a différents niveaux dans les titres. Si on a 5 fois le titre, ben on va essayer de ne pas refaire le style de 5 fois. On va appliquer un style global pour tous les H2 et ça va s'appliquer à tous ces titres. Le responsive, c'est la capacité à une image web d'être adaptée à la taille de l'écran. Par exemple, si je diminue la taille, ça s'adapte, taille de cet écran, mobile ou desktop, ou peu importe, ça peut être tablette. Les breakpoints, eh bien, je pense que je vais juste vous montrer en image. C'est lorsque justement on a par exemple différentes colonnes, différentes images qui s'associent. Par exemple, là, on a 4 colonnes. Eh bien, quand on réduit la taille de l'écran, il y a des points, des coordonnées qui fait que les images, plutôt d'être en 4 colonnes, ils vont être en 2, puis en 1 pour mobile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les breakpoints, et c'est très compliqué à gérer quand vous faites du développement à 100%. Et les outils comme Figma et comme Webflow l'intègrent directement. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on appelle du no-code, parce qu'on ne sait même pas que ça existe, on n'a même pas besoin d'y penser, et c'est géré directement. Et les Flexbox, voilà, de toute façon, éventuellement, vous aurez la presse si vous la demandez. Mais la Flexbox, c'est la capacité, généralement, quand on fait du HTML, tout se range en ligne. Et la technique de Flexbox, c'est la capacité à justement, au lieu qu'il y ait 3 lignes, les lignes, on va les mettre en colonnes et on aura 3 colonnes. Donc, c'est du pur CSS, donc c'est du style. Et ça, c'est pareil, tous ces outils no-code le gèrent pour nous. C'est le gros avantage parce que moi, pour avoir fait 3 mois de dev, c'était quelque chose d'assez casse-tête. Je confirme, les breakpoints et les flexbox à dev, c'est assez embêtant. Je suis allé un peu vite parce qu'il nous reste une demi-heure pour faire cette live démo, mais je vais te laisser la main. Est-ce que tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Ouais, et puis j'ai vu que sur le chat, il y avait 2 questions. Je ne sais pas si sur la base de données de Webflow et sur le déploiement. Je ne sais pas si on y répond après. Ouais, on va prendre un peu de temps tout à l'heure pour y répondre. Ok. Alors, là, j'ai partagé mon écran, je pense. C'est bon? C'est bon, super. On voit bien. Parfait. Bon, je démarre alors, la démo. C'est parti. Ok, nickel. Donc, la démo, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment partir de Figma, vraiment partant de rien du tout, et comment est-ce qu'on peut arriver à réaliser une page web qui sera intégrée directement à Webflow. Donc là, j'ai mes 2 écrans. Ici, j'ai Figma. Et là, j'ai Webflow. Donc, ça, c'est l'interface de Webflow dans lequel j'ai mon dossier et j'ai mes différents projets. Donc, c'est mes sites Internet que j'ai déjà créés. Ici, c'est l'interface de Figma. Comme tu disais, Hugo, tout à l'heure, en fait, il y a une partie HTML. En fait, HTML, c'est plutôt la structure du document. Et la partie CSS, c'est plutôt à quoi ça va ressembler. C'est un peu de la personnalisation, finalement. Et que ce soit dans Figma ou dans Webflow, je vais ouvrir le designer là pour voir. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, en fait, la partie HTML, elle va se retrouver à gauche. Donc ici, pour l'instant, il n'y a rien, c'est encore vide. Et la partie CSS, donc design, elle va se retrouver plutôt à droite. Et ici, la petite fenêtre, c'est le plugin, justement, qui va nous permettre de faire un import, finalement. C'est un copier-coller de notre maquette Figma vers Webflow. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de laisser ça un peu de côté et de regarder en fait comment sur Figma, en partant d'une feuille blanche, là noire en l'occurrence, on peut faire une structure. Donc l'idée, c'est qu'on va démarrer avec donc une page qui est vide ici. Et en fait, les notions de Flexbox, d'auto-layout, elles sont maintenant déjà incluses directement dans Figma. Et c'est ça qui sera interprété dans Webflow et qui sera une sorte de correspondance finalement entre Figma et entre Webflow. Donc, c'est génial et c'est pour ça que c'est bien de travailler sur Figma et sur Webflow, puisque en fait, c'est le principe ici à droite d'auto-layout où en fait, on va venir dire
à notre frame. Donc là, ce que j'ai créé, j'avais appuyé sur F, donc j'ai fait une frame. J'avais dit desktop de 1440 par 1024. Donc ma frame ici, je l'ai transformée en auto-layout et je lui dis que tous les éléments qui vont être inclus à l'intérieur de cette frame, ils vont se stacker, donc s'empiler les uns en dessous des autres. Ici, ce serait les uns à côté des autres, à gauche, à droite, et ça veut dire qu'ils sont les uns en dessous des autres. Et en fait, c'est comme ça finalement qu'on va créer des sites internet. C'est qu'on va créer des blocs et on va, à l'intérieur de ces blocs, rajouter des textes, par exemple, ou des colonnes. On fonctionne énormément avec des colonnes sur le web. Donc, ce qu'on peut faire, c'est inclure de nouveau une frame. Donc là, je suis bloquée parce que c'est reparti 1440. Non, 1440 ici. Et donc, en fait, là, j'ai des éléments qui vont venir les uns dans les autres. Et donc, je vais avoir du texte, par exemple, texte ici. Et il faut faire un auto-layout à chaque fois. Ici, par exemple, le texte, je le duplique. Et je vais l'avoir qui sera stacké les uns en dessous des autres. Je vérifie juste. En fait, les propriétés ici, c'est est-ce que mon texte, il va prendre toute la place ou est-ce que mon texte, il va avoir une dimension fixe. Et donc là, comment on est ici? On est en fixe. Ça veut dire que ce sera forcément 1440 la taille. Et ici, on file. Donc, on peut mettre aussi Hug, par exemple. Ça va pas changer énormément de choses. Là, vous voyez la différence en fait entre du vertical et du horizontal. Soit les éléments ils se mettent les uns à côté des autres, soit ils se mettent les uns en dessous des autres. En fait, initialement, sur Figma, c'est avant qu'il y ait des outils comme des composants qui soient déjà préexistants ou autres, quand on démarre from scratch, en fait, c'est comme ça qu'on va venir faire nos éléments, nos frames, en fait, directement. On va les créer et puis quand on va en rajouter, ils vont se mettre les unes en dessous des autres ou les unes à côté des autres. Et en fait, on va venir faire des sections. Donc, par exemple, là, je vais avoir on va dire, par exemple, ma section de navigation qui va prendre toute la largeur. Si vous voulez, je vais mettre un fond juste pour qu'on voit un peu qu'il y a une couleur derrière ça. Et si je la duplique, voilà, je vais avoir plusieurs sections, les unes en dessous des autres. Là, il y a un espace parce que ici, on a dit qu'il y avait du padding en fait entre chaque section, mais on peut très bien enlever ce padding-là et ne pas en avoir. Et donc là, on va se retrouver avec plusieurs sections, les unes en dessous des autres. Et donc là, ça peut être la hero section. Et puis ensuite, ça va être une section pour présenter des clients, par exemple. Je vais enlever celle-là qui ne sert à rien. Et la frame Quand ici. tu fais comme ça, par exemple, sur la navbar, tu dois tous les menus, tu dois les faire à la mano, quoi. C'est très long à faire comme ça. Ouais. Enfin, pour le coup, ça, c'est la méthode de base quand on apprend, mais ce n'est pas du tout pratique. Et c'est très long à faire. Là où le nouveau plugin est hyper intéressant, ce que je vais vous montrer juste maintenant, c'est que il y a déjà des composants qui sont prédéfinis. En fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste faire la frame de départ. La frame de départ qui est la desktop, la transformer en auto-layout, ici, dire que les éléments vont se stacker les uns en dessous des autres, donc toutes les sections qu'on va faire vont se stacker les unes en dessous des autres. Et là, on va pouvoir rajouter, par exemple, notre barre de navigation. Et hop, elle est faite. Et donc, c'est beaucoup plus rapide que de devoir faire toutes les frames les unes en dessous des autres et les unes imbriquées. Et ensuite, ça permet au moins de gagner du temps sur chaque composant. Et puis après, le style, tu es libre de le gérer toi-même. Ouais, c'est ça. Là, en fait, ça, c'est du low fidelity pour le coup, donc, parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas vraiment de. En fait, on est très basique sur les typographies, sur le style graphique, mais ça va nous faire gagner énormément de temps, puisque là, par exemple, je vais créer. Ils sont aussi catégorisés. Donc là, on avait notre barre de nav. Là, on va faire peut-être une hero section.
Donc, généralement, la plupart des sites, Sylvie Spring ou autres, c'est comme ça que ça marche. Et donc, en fait, on voit ici, je vais supprimer l'autre que j'avais fait, notre frame en fait, de départ qui va inclure, c'est comme une grande boîte dans laquelle on va venir mettre toutes nos sections. Et donc, la première section, c'est celle-là, la deuxième section, c'est celle-là. Et puis, ensuite, on va rajouter, je ne sais pas, une team section pour présenter les membres de la team, par exemple. Et puis, par exemple, Des références, par exemple, testimonials. Après, ça va être pas très joli, mais testimonials, voilà, un testimonial. Et puis, une galerie, éventuellement, hop, avec des petites photos et un footer. Et donc, là, en fait, on a notre page qui est déjà prête. En soi, on pourrait à ce stade déjà faire un copier-coller et puis le mettre dans Webflow et le transformer au format web. Parce que ça, c'est du format image pour l'instant. Donc, ce n'est pas du web. On pourrait le faire si on voulait, mais on va quand même changer un peu le style pour le personnaliser, le mettre à notre image. Moi, ce que j'avais préparé avant, c'était déjà des exemples en fait, de style guide. Ça, Hugo, tu en as parlé. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir des titres de niveaux différents, puisque c'est ça qui va être interprété par le web, notamment pour le SEO. Le titre de niveau 1, c'est ce qu'on appelle le H1. Le titre de niveau 2, c'est le H2 et ainsi de suite. Et en fait, quand on va faire une maquette sur Figma, on va faire un style guide avec aussi tous nos boutons, à quoi ils ressemblent, et les états généralement aussi au survol de la souris. Là, pour le coup, j'ai fait un style guide qui est vraiment hyper simple avec juste les fontes pour le paragraphe, avec 2 tailles de paragraphe et les 5 niveaux de titres, et puis deux types de boutons avec 2 tailles de boutons différentes. OK. Donc, en soi, sur Figma, pareil. Quand tu commences, Ouais. c'est quoi ta méthodologie? C'est que tu travailles d'abord sur le style guide ou tu fais d'abord le Lofi? Tu commences par quoi généralement quand tu as un brief client, où tu dois pour le marketing ou peu importe? Ouais. Généralement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais demander au client s'il a déjà une charte graphique ou pas, et s'il a déjà des éléments graphiques. Généralement, quand c'est des porteurs de projets qui vont lancer un nouveau produit, une start-up ou autre, ou alors dans le cadre de refonte d'un produit déjà existant et qui veulent refaire, il n'y a pas ces éléments-là. Mais souvent, les porteurs de projets ont quand même une idée en tête du ton, de l'ambiance en fait qu'ils veulent donner. Dans tous les cas, moi, je pense que c'est bien de séparer les deux. Et c'est possible. En fait, si on a une très grosse équipe, il y en a qui vont travailler plutôt sur la direction artistique et d'autres personnes, par exemple, sur la partie plutôt web pure. Si on est tout seul, par exemple, on est freelance ou toute petite équipe, on ne va pas se diviser en deux et faire les deux en même temps. Donc, on va faire l'un ou l'autre, l'un après l'autre. Ça dépend. S'il y a déjà quelque chose qui est existant, moi, j'aime bien quand même travailler juste sur la structure en noir et blanc comme ça. Parce que sinon, en fait, le client, si on commençait déjà là à mettre des couleurs et tout sur les textes, par exemple, je sais pas, je vais reprendre une couleur comme ça, et ben, en fait, ça biaise complètement le client. Il va regarder la couleur et il va dire, oh là là, j'aime pas le orange. Ouais. Au lieu de regarder justement la structure, qui est le plus important à ce stade. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, OK, mon menu, combien j'ai de liens dedans, mon arborescence, combien je vais avoir de pages, quelles pages s'imbriquent ensemble. Et d'ailleurs, ce qu'il faut faire normalement avant, parce que là, on est déjà dans une étape où on va designer une page, parce qu'on considère que c'est une landing page, mais c'est de faire une arborescence, c'est de se dire, OK, l'architecture du site, il y a quoi? Il y a une page d'accueil, mais après, il y a la page à propos d'eux, il y a la page des fonctionnalités, il y a la page des prix, par exemple. Peut-être qu'il peut y avoir des sous-pages, donc plusieurs niveaux finalement. Donc, moi, je dirais que c'est d'abord travailler sur l'arborescence. Après, de travailler sur le contenu, mais vraiment lofi, donc sans a priori ou sans direction artistique,
et de faire valider en fait la structure au client pour qu'ils disent OK, ça me plaît d'avoir une hero section et dedans je vais parler de mon super produit par exemple, et ensuite là je vais mettre en avant 3 personnes clés de mon produit, de mon équipe, peu importe. Et ensuite de travailler, mais ça c'est un chantier qui est à part, de travailler sur une direction artistique et de lui dire voilà, il y a un mood board. Donc là, par exemple, le mood board, alors c'est vraiment simplifié, mais Mmh. je suis partie de cette page-là. Je me suis dit, bah tiens, les couleurs, c'est sympa. Et donc, tu peux très bien dire à un client, voilà, est-ce que c'est ça l'ambiance qui t'intéresse? Voici, du coup, après, des propositions de couleurs à intégrer sur la page. Et ensuite, transformer tout ça en style guide, en composants. Et après, en fonction de la complexité du site Internet, il y a plus ou moins de composants à faire. Là, Mmh. on est sur le style guide le plus simple au monde. Mais il peut y avoir des style guides hyper complexes avec tous les éléments de formulaire. Par exemple, si on inclut des formulaires sur le site, plein d'icônes différentes, enfin voilà, plein de choses, ça peut aller très loin aussi. En fait, le style guide, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, le CSS, comme on l'avait défini, c'est créer des règles de design qui vont permettre d'auto-designer toutes les nouvelles choses que vous développez sur un Webflow, sur un Figma, sur tous ces outils. Parce que quand vous arrivez, par exemple, à développer une trentaine de pages pour votre site Internet, vous avez peut-être une centaine ou 250 boutons. Et c'est vrai qu'il faut retrouver la couleur, et parfois, ce n'est pas des couleurs standards. Donc, il faut retrouver exactement le code. Ça peut prendre du temps et il y a des risques aussi d'incohérence. Parce que si vous travaillez à plusieurs dans l'équipe, peut-être que quelqu'un va mettre une couleur orange parce qu'il il a pensé que c'était une couleur orange alors que c'est une couleur orange foncé. Peu importe. Donc, le fait d'avoir une style guide aussi, c'est une sécurité pour auto-appliquer toutes ces règles et éviter ces petites erreurs qui sont quand même assez importantes quand on travaille en équipe. Mm. Ouais, complètement. Ça, plus bien ranger, que ce soit sur le Figma, bien ranger ses calques, pour 2 raisons. Pour la raison de la collaboration quand on travaille en équipe, pour permettre à un autre designer qui travaille sur le projet de s'y retrouver. Et aussi la raison technique, en l'occurrence en utilisant ce plugin Figma to Webflow, puisque le plugin va interpréter la manière dont est organisée la page. Et donc, si on n'a pas en fait ces auto-layouts qui sont bien faits, le copier-coller en fait de Figma vers Webflow ne fonctionnera pas techniquement. Donc c'est pour ces 2 raisons que c'est vraiment utile aussi. Ouais. Donc là, par exemple, c'est un exemple de page que j'ai réalisé avant, juste pour tester le plugin, en utilisant directement les composants qui étaient disponibles ici. Il n'y a pas eu, pour le coup, pour réaliser ça, il n'y a pas eu besoin de faire des composants from scratch ou autre à côté. Donc, en fait, j'ai réutilisé la pricing section. J'ai juste changé les typos et les couleurs et rajouté des images, quoi. Donc, on peut très rapidement, ça pour le coup, j'ai dû le faire, je pense, en 40 minutes, cette page-là, à la designer en allant chercher les inspirations, faire les typos et tout, et réaliser la page. Donc, c'est vraiment hyper rapide grâce à tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et je reviens là, c'est vrai que tu parlais beaucoup d'auto-layout. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde parce que c'est un concept assez CSS, un peu code aussi, mais l'avantage en fait de passer en fait, pour copier-coller un projet Figma dans Webflow, il faut forcément qu'il y ait des correspondances, il faut qu'il y ait un langage un peu commun, et c'est pour ça qu'ils demandent, il y a des conditions, il faut mettre en auto-layout, etc. Mais en soi, pas besoin de vraiment retenir tout ça, parce que si jamais vous utilisez les composants comme vous a montré Christelle, la navbar, ensuite la hero section, Ouais. tout ça, en fait, tous les paramètres sont déjà pré-réglés pour que quand vous copiez-collez dans Webflow, et on va vous le montrer à la fin, le résultat final, et bien que tout soit bien compris par Webflow et que ce soit voilà, exactement la même chose, parce que sinon, il risque d'avoir des petits décalages entre votre maquette Figma et ce qui est rendu, ce qui est copié sur Webflow. Donc, en fait, c'est auto-layout, j'ai du mal avec mon anglais ce matin, euh, ces auto-layouts qui sont vraiment primordiaux et sont des critères essentiels pour bien copier, et finalement sont déjà intégrés dans ces modules. Donc c'est le vrai avantage de ce plugin aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller hyper vite et avoir quelque chose de propre techniquement
effectivement, sans avoir besoin même de comprendre l'auto-layout, parce que c'est vrai que c'est des, oui, c'est des termes qui peuvent être un peu complexes aussi. Mais là, en l'occurrence, il y a juste à mettre les sections les unes en dessous des autres. Ensuite, de se dire, tiens, par exemple, le titre de niveau 1, je veux qu'il soit plutôt, qui ressemble à ça. Et le titre de niveau 2, j'ai envie qu'il ressemble à ça. Et mes couleurs, admettons, j'ai envie de les changer, je veux passer du noir. D'ailleurs, ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible aussi dans Figma. Je ne sais pas trop ce que ça va donner là, mais en fait, quand on sélectionne, là par exemple, j'ai sélectionné la navbar plus la hero section. En fait, Figma montre automatiquement toutes les couleurs qui sont présentes dans la sélection. Donc là, en fait, on a 3 couleurs. On a le noir pur, le blanc pur et une sorte de gris foncé. Et on peut très bien dire, tiens, je veux que tous les noirs deviennent de la couleur qu'on veut. Et donc, ça permet aussi d'aller super vite, justement, en faisant le combo ajout de composants, modification des couleurs d'un coup. Et on peut aller vraiment très rapidement pour justement styliser nos composants. Nos composants. Donc voilà. Et là, on a une page qui est valable, on va dire, pour la mettre dans Webflow. Donc, je ne sais pas, Hugo, si tu veux qu'on le fasse directement. Donc, je reviens sur la démo. Donc, ce qu'on peut faire ça va être la dernière étape. Ça va être de placer cette maquette, donc, qui est format image, de l'intégrer directement, de l'importer dans Webflow. Donc, pour ça, c'est très simple. En fait, il suffit de prendre ça, de faire copy to Webflow. Et là, en fait, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais juste avant montrer quelques prérequis, notamment pour la fonte, parce que là, j'ai choisi une fonte qui n'est pas une Google Font et qui n'est pas une fonte native dans Webflow non plus. Donc, ici, je suis sur mon interface Webflow. Et donc, j'ai plusieurs sites internet. En soi, je ne vais pas faire un nouveau site parce que sinon, ça prendrait trop de temps parce qu'il faudrait se déconnecter du plugin ici, puis se reconnecter et synchroniser le site. Mais du coup, j'en ai préparé un qui est complètement vide avant, qui est celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est au niveau, je vais revenir là plutôt, Figma to Webflow Demo, donc c'est ce site-là sur lequel on va importer la maquette qui est ici. Avant ça, on va juste faire une chose, c'est qu'on va importer la fonte. Alors, ce n'est pas une Google Font, mais en fait, sur Webflow, vous avez directement toutes les Google Fonts accessibles. Là, c'est une custom font, c'est celle-ci qu'on va uploader. Et ça, pareil, c'est super simple. Voilà, pour uploader une fonte. Si vous avez acheté une fonte, là, en l'occurrence, ça, c'est la fonte de la nouvelle charte graphique d'Allegria que j'ai reprise ici. Après, donc, vous avez juste à l'uploader. Et là, c'est fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, on peut retourner dans le designer. Et là, vous voyez, donc c'est un site. Je vais reprendre la main parce que je l'avais ouvert dans un autre onglet. Donc là, c'est un site qui est complètement vide. Il n'y a rien dessus. On va retourner maintenant sur Figma et sélectionner du coup la frame qui est ici. On va peut-être la renommer autrement parce qu'en fait, les noms qui sont ici vont être les noms repris dans Webflow. On va l'appeler landing page, produit, par exemple. Et on va ici, copy to Webflow sur ce site-là, parce que du coup, c'est sur le site Figma to Webflow Demo que je vais le faire. Copy to Webflow ici. Donc, ça prépare les assets. Il faut attendre quelques secondes, 5 secondes. C'est vraiment rapide. Hop, là, on voit, c'est copied. Et donc, on peut retourner dans Webflow et on sélectionne notre body. Et là, on va coller. Et on a notre maquette Figma, finalement, qui s'est transformée automatiquement en site Internet. Et si on va ici sur la preview, on voit ce que ça a donné directement, sans autre intervention. Il y a bien sûr des petites modifications à faire. Par exemple, la gallery section, elle est un peu moins large que tout le reste. Donc ça, on va pouvoir le modifier. Et voilà. Tu veux ajouter quelque chose ?
Non, non, non. Écoute, moi je trouve ça assez fou parce que je trouve ça assez fou quand même pour les designers parce que avant, il fallait forcément deux métiers, c'est-à-dire un designer et un intégrateur web. Et puis aujourd'hui, quand même, un designer, il peut être vraiment autonome, hein. Ouais. C'est quand même une grosse force pour ces profils. Donc en tout cas, moi aussi, je m'empresse de tester ça vraiment parce que j'ai des gros besoins d'un point de vue Mm. marketing pour souvent mes pages d'atterrissage pour faire de l'acquisition sur la partie marketing. Elles sont sensiblement les mêmes, c'est juste du wording ou éventuellement ce sont des images ou peut-être une section qui va changer. Donc ça commence quand même ça me fait gagner beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de refaire la page dans Webflow systématiquement. Je suis beaucoup plus flexible dans Figma. En tout cas, c'est ce que je réalise. Donc, j'ai hâte de tester. Et vous pouvez regarder si vous tapez sur YouTube ou si vous aurez plein de compléments de vidéos, des tutos qui sont réalisés. Donc, n'hésitez pas à faire vos curieux là-dessus. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par d'autres live démos qu'on a pu réaliser, on en a fait sur les automatisations, sur ChatGPT. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui se fait en termes d'IA. Je pense que c'est une bonne couverture aujourd'hui. Mm. Donc, je peux vous laisser un lien. D'ailleurs, j'avais sélectionné un lien. Mm. Celui-ci, c'était comment automatiser ou créer un programme personnalisé par mail avec on va dire, un remplissage de formulaire. Toutes ces informations passent dans le ChatGPT, qui est une intelligence artificielle. Et puis ensuite, ça génère un email qui est personnalisé, qui est unique pour chaque utilisateur qui remplit le formulaire. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont possibles en no-code. Ce use case en fait partie aussi. Et si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus aussi sur l'académie, sur les conditions d'entrée, sur comment ça se passe pendant 15 mois, quelles sont les entreprises partenaires, eh bien, on organise tous les mois, généralement, c'est une semaine après chaque live no coding. On essaye de garder ce rythme, une live no coding par mois. Et ensuite, on a une journée porte ouverte virtuelle une semaine après. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, là, je vous laisse un lien aussi en description. Ce sera la semaine prochaine. Donc, si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, il y aura toute l'équipe pédagogique là-dessus. Donc, pile poil 30 minutes. Si jamais vous voulez partir, il n'y a aucun problème. Sinon, je vais récupérer quand même quelques questions. Je vois qu'il y en a dans le chat. Oui, il y a plusieurs questions. Alors, Alicia, tu viens de poser la question. Est-ce que tout ce qui est composants, interactions créées dans Figma sont aussi prises en compte dans Webflow? Alors, moi, ce que je sais, c'est que tous les composants, oui. Les animations, les interactions, je ne sais pas vraiment ce que tu entends par interaction, mais les animations, je ne suis pas certain encore que... Non, les animations ne sont pas encore intégrées. Par exemple, là, on voit que ce qu'il faut faire après sur Webflow, ça va être le hover. Donc là, quand on passe la souris sur le bouton, typiquement, il ne se passe rien. Même si dans Figma, en fait, on configurait l'état de hover, en fait, ce ne serait pas pris en compte dans Webflow. Ça, pour le coup, c'est une interaction web pure qu'il faut faire à la main nativement. Mais là, pour aller plus vite, plutôt que d'aller sur chaque bouton et de faire la modification, on peut aussi faire le style guide sur Webflow. D'ailleurs, c'est recommandé dans les bonnes pratiques de faire le style guide sur Figma, puis le style guide, une page style guide sur Webflow, où on va remettre en fait tous les types de niveaux, plus les paragraphes, plus tous les éléments, incluant les boutons. Et en fait, de venir dire, voilà, au hover, je veux que ma couleur, ce soit du rouge, par exemple. Et là, ça le fait, du coup. Ça fonctionne naturellement. Et ça va marcher pour tous les boutons qui ont la même place. Puis, il faut savoir aussi que le plugin a un mois, il me semble, il est sorti il y a un mois et demi max. C'est tout récent, ouais. Donc, le produit est déjà quand même bien stable par rapport à, je pense que ça couvre quand même 80% des cas d'usage de la majorité des utilisateurs de Webflow. Après, effectivement, tout ce qui concerne interaction, animation, c'est probablement une itération qu'ils vont faire et ce sera sûrement une V2 du plugin. En tout cas, quand on voit la première version, généralement, qui est toujours un peu minimaliste, là, je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire aussi. Ouais. Franchement, ça marche bien. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce que c'était Figma en web app ou Figma le logiciel. Ah oui. Moi, je suis sur là, mon Figma, c'est le logiciel, mais ça fonctionne pareil en web app. J'aurais très bien pu le faire en web app. C'est juste que quand je suis amenée à travailler sur pas mal de projets en même temps, j'aime bien avoir mon navigateur web séparé et la web app de l'autre. Par contre, pour venir faire des modifications, parce que je reçois un lien d'un membre de l'équipe qui veut qu'on check un élément sur une bannière ou peu importe,
c'est tout aussi pratique d'aller sur la web app. J'ai une question de Sarah. Une fois le site terminé, le déploiement Oui. se fait comment? Parce qu'effectivement, ça, c'est un énorme casse-tête en dev. Ouais, alors J'ai c'est l'impression très de mettre facile. une journée pour déployer un site quand je dev, Mm. mais parce que je suis vraiment nul aussi en dev. Mais non. Et par contre, Non, c'est sur Webflow, et pour le coup, j'ai toujours cette comparaison WordPress-Webflow, où je me rappelle que WordPress, c'était quand même assez compliqué, qu'il fallait énormément d'étapes. La Webflow, en fait, c'est intégré directement dans Webflow. En fait, là, ce site-là, en l'occurrence, on n'a pas payé de licence. Donc, on ne peut pas avoir un custom domain, il faut payer une licence Webflow pour avoir le droit d'utiliser Webflow, de modifier directement sur Webflow, d'utiliser en fait l'éditeur web de Webflow. Et on peut avoir un custom domain. Et pour le faire, donc en fait, ça, c'est les pricing ici. Une fois qu'on a pris un custom domain, alors c'est où? C'est ici. Il suffit juste d'aller chercher les aname et les cname, de les copier ici pour avoir mon site.fr, par exemple. Mais si on veut, on peut très bien avoir un truc encore plus simple, qui est ici, et c'est publish tout. Et donc là, ça va être le site qui sera publié avec le nom de domaine .webflow.io. Donc là, je peux aller sur le site, publier. Vous pouvez même aller le voir si vous voulez. Figma to Webflow, démo, .webflow.io. Et donc ça, c'est un site qui est en ligne. En tout cas, ça, c'est une bonne pratique que de commencer comme ça, avant de prendre un abonnement, pour savoir si visuellement, déjà, tout colle, et puis savoir si... Pardon, si avoir la marque Webflow vous dérange, parce que parfois, c'est pas toujours non plus... Il y a des super sites qui ont le .webflow.io et qui marchent bien. Pour être fier d'utiliser Webflow et le montrer à tout le monde. Ouais. Deux nouvelles questions. Alors, Yann qui a posé la question de savoir si on pouvait intégrer les lotis dans Webflow, et je crois que c'est tout nouveau d'ailleurs. Non, ça existe depuis longtemps. Ah oui, j'ai les lotis, je sais plus où j'ai vu ça. C'était peut-être dans Bubble alors. En fait, on peut drop ici, il y a une partie assets. Donc là, on va mettre toutes les images, des fichiers aussi, fichiers de tout type. On peut mettre des points SVG, on peut mettre... alors, je n'ai plus la liste en tête de toutes les extensions. Les WebP, les PNG, tout ça. Ouais, mais les lotis, les points JSON, en fait, on peut les mettre, les points JSON. Pour tout le monde, hein, lotis, c'est des petites icônes animées qui sont super sympas. Ça donne vraiment un style à un site. C'est très utilisé, mais c'est pas toujours très bien intégré, et Webflow l'intègre très bien pour le coup. Ouais, et on peut même sélectionner aussi. Alors là, pareil, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je sais que sur certains anciens sites, j'avais intégré des lotis et on pouvait sélectionner le type d'animation du loti. Est-ce qu'il se répète? Est-ce qu'il se joue qu'une fois? La vitesse aussi de l'animation du loti. Est-ce qu'on est propriétaire du code source Webflow? Sujet un peu touchy sur le no-code. Eh bien, pour le coup, moi, j'ai envie de dire oui, dans le sens où vous pouvez exporter le code. Il y a certaines technos, par exemple Squarespace, où ils font une passerelle Squarespace to WordPress, mais par contre, on ne peut pas avoir la main sur le code. Là, ils ont une fonctionnalité, à partir du moment où vous payez, je pense, vous pouvez exporter, donc vous pouvez très bien le migrer, le stocker quelque part. Et donc, voilà, si demain Webflow meurt, mais ce n'est pas prêt, vu les montants qu'ils ont levés et vu la traction qu'ils ont, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de récupérer le code et l'envoyer, soit le développer vous-même et l'héberger sur vos propres serveurs, soit l'envoyer sur d'autres content management systems comme Webflow. Donc, il n'y a pas trop de risque de ce point de vue, en tout cas. Donc, oui, globalement, alors c'est hébergé dans les serveurs de Webflow, mais par contre, vous êtes propriétaire du code. Après, on peut exporter le code, le télécharger et puis l'uploader sur le serveur qu'on veut. Oui, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez très bien imaginer développer sur Webflow, récupérer le code parce que c'est beaucoup plus simple de le développer, et puis ensuite, vous le mettez sur vos propres serveurs. Vous payez juste les serveurs et pas Webflow. Mais globalement, la vraie valeur, c'est aussi l'agilité que vous avez sur ces outils. C'est-à-dire si vous avez la moindre modification à faire ou le moindre bloc à développer en plus, bien retourner sur vos serveurs, mettre les mains dans le code et tout ça, et le faire en HTML, CSS, c'est quand même bien plus compliqué. Donc, la vraie valeur, elle est quand même dans vos équipes business plutôt que développeurs sur ces sujets. Ouais. Et Jean-Luc, tu posais la question de savoir qu'en était-il du SEO sur les deux outils. Alors, oui. Figma n'a pas vraiment de SEO parce que ce n'est pas un outil de développement web. Il ne vient pas indexer le site sur Internet. Par contre, Webflow, lorsque vous publiez, comme vous a montré Christelle à l'instant,
Eh bien là, effectivement, c'est sujet au SEO. Mm. Et comme elle vous montre, il y a plein de champs qui vous permettent, voilà, c'est beaucoup plus explicite de le voir que. En fait, sur chacune des pages qui sont sur notre site Webflow a des paramètres, les settings. Donc là, je suis sur la page Home, j'ai les Home Settings. Donc en fait, je peux changer le nom de ma page. Bon, ça, c'est un peu particulier, on peut en parler là. Et on a les SEO Settings. Et on a même une preview en fait de ce que ça pourrait donner en résultats de recherche Google, ce qui est génial. Donc du coup, on peut mettre mon super produit. Là, bon, je n'ai pas trop d'idées de description, mais description de la page qui présente mon produit, par exemple. L'avantage, c'est que je crois, si on en écrit un peu trop, oui, voilà, ça montre déjà que ce sera coupé si on a un texte qui est trop long. Donc, c'est pareil, c'est des bonnes pratiques de SEO. Et puis, en plus, ça te dit, voilà, il faudrait qu'il y ait entre 155 et 300 caractères pour avoir une bonne description. Et pareil pour les titres, approximativement 55 caractères. Donc voilà, on a ça qui est disponible. Et il y a les Open Graph aussi qu'on peut configurer et on peut dire je veux que en fait, ce soit les mêmes paramètres que ce que j'ai défini pour mon SEO. Comme ça permet d'aller plus vite aussi. Et après, il y a les sites Search Settings. On peut décider de ne pas indexer la page si par exemple vous travaillez sur des choses que vous ne souhaitez pas rendre disponibles sur les résultats des moteurs de recherche. Et sinon, après, pareil, vous pouvez définir les paramètres pour l'indexation des résultats de recherche. Et donc, vous avez ces 3 grands types de paramètres. Donc ça, c'est au niveau d'une page. Et il y a aussi la possibilité de le faire. Je vais save les changes. Alors, plutôt, on va aller revenir en arrière dans les paramètres. Parce qu'il y a aussi des paramètres SEO, mais pour le site. Donc, ici, au niveau du projet directement. Au niveau du projet et non de la page, de seulement la page. Et donc là, par exemple, il y a la favicon aussi. Bon, ça, c'est pas directement SEO. Mais ici, l'indexation, typiquement, le robot.txt, la sitemap. Webflow propose de générer automatiquement des sitemaps ou alors de permettre d'avoir des custom sitemaps. Après, ça dépend des plans. Ouais, ça pourrait, vous voyez, c'est quand même, ça va du très simple au plus technique, donc on pourrait clairement faire une live no coding spécifiquement sur Webflow et le SEO. Ouais. En tout cas, voilà, on a débordé un petit peu 10 minutes parce qu'on adore parler. Hein. Et merci pour votre attention. Encore une fois, j'ai laissé quelques liens. C'est Mathieu, tu demandais à quel point c'était difficile de migrer un site WordPress vers Webflow. Sur l'article que j'ai laissé, il y a des étapes par étape. Donc, le plus compliqué, c'est vraiment le mapping. Si vous avez des redirections à faire entre les anciennes URL et les nouvelles. Donc là, c'est quand même assez intéressant de se faire accompagner pour éviter de perdre en SEO. Sinon, si vous vous sentez capable, vous allez avoir ce tuto dans cet article. On vous enverra le replay. Merci d'être resté aussi longtemps. Ça n'a pas trop bougé depuis 10 minutes, donc ça, c'est intéressant. Je pensais qu'on allait perdre des gens sur la route. On vous souhaite un bon appétit et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou directement depuis Allegria Academy si jamais ou ailleurs. Merci à tous et bon appétit. À bientôt.